Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 12 janvier 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, nous avons donc l'inflation américaine à 14h30, un indicateur clé que va scruter les marchés, mais aussi qui va permettre de donner de la visibilité concernant la politique monétaire à venir de la Réserve fédérale. Hier, justement, Jérôme Powell a plutôt rassuré les marchés. On avait son audition au Sénat. À la suite de ça, globalement, les indices ont plutôt bien rebondi, notamment le Nasdaq et le S&P 500 après 5 séances de baisse quand même. Les investisseurs semblent avoir été rassurés justement par l'audition au Congrès américain du président de la Fed, Jérôme Powell, qui n'a en fait donné lieu à aucune surprise majeure. Et auditionné par la commission bancaire du Sénat, Jérôme Powell justement s'est engagé à éviter que l'inflation ne s'installe. Il a déclaré justement que l'institution était prête à débuter le resserrement de ces mesures de soutien, indiquant justement que l'économie devait traverser avec un impact limité la nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus. Par ailleurs, les investisseurs vont aussi se tourner en fin de semaine vers le début non officiel de la saison des résultats, mais nous avons quand même les grandes banques américaines qui devraient faire état d'une hausse de leurs bénéfices trimestriels. Donc là, dans les jours à venir, on va avoir les grosses banques américaines, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, pas mal de grosses sociétés bancaires qui vont justement publier leurs résultats. Et pour rappel, nous avons quand même en ce début d'année une rotation sectorielle qui s'opère sur les marchés et on constate très clairement que les techs, si on regarde à l'intérieur de l'Eurostock 600, que les techs, elles, subissent quand même de lourdes pertes. À l'inverse, ce sont les bancaires actuellement qui affichent la plus forte hausse au sein du compartiment, avec des hausses pouvant déjà aller sur plus de 7% en ce début de mois. Donc là, pareil, des résultats à surveiller de près, mais qui pourraient encore une nouvelle fois doper les performances des géants bancaires. Ce matin, en Europe, suite au rebond de la veille à Wall Street, forcément, on progresse en début de séance, comme je vous le disais, dans le sillage de Wall Street et aussi des principales places asiatiques, grâce aux déclarations jugées rassurantes de Jérôme Powell, favorisant justement la poursuite du rebond des actions. Autre facteur favorable à la prise de risque, ce matin, la hausse moins forte qu'attendue des prix à la production en Chine, perçue justement comme favorable à une poursuite de l'assouplissement de la politique monétaire de Pékin. Enfin, comme vous le savez, principal catalyseur de la semaine, la séance sera animée par les chiffres mensuels des prix à la consommation aux États-Unis, qui seront justement publiés à 14h30, attendus quand même en hausse de 7% sur un an. L'IPC est considéré comme un élément important étudié par la Fed pour le relèvement de ses taux d'intérêt. Donc justement, direction la partie macro maintenant. Et ici, nous avons un graphique de très long terme qui reflète la politique monétaire de la Réserve fédérale avec l'évolution des hausses ou des baisses de taux par rapport à l'évolution justement de l'inflation. Et vous voyez ici très clairement que lorsque l'inflation commence un peu à gagner du terrain, eh bien la Fed procède à une hausse de taux. À chaque fois, on a le même scénario, donc nécessaire pour justement juguler l'inflation. Et actuellement, on a quand même une inflation galopante, puisque selon le consensus, elle pourrait atteindre 7%. Ce serait en fait son plus haut niveau depuis quasiment 50 ans. Forcément, la Fed doit utiliser ces outils pour limiter justement que l'inflation continue de croître dans les mois à venir, en tout cas. Et ici,
on constate, vous voyez, une divergence en fait. Les taux étaient proches de 0, 0,25 points, entre une fourchette entre 0 et 0,25 points de base, forcément lié au choc dû à la crise du Covid-19, mais maintenant que l'économie est assez forte, à retrouver en tout cas ses niveaux d'avant Covid, notamment avec des chiffres sur l'emploi quand même plutôt bons, un chômage qui a quand même fortement diminué, la Fed doit intervenir et procéder à plusieurs hausses de taux comme elle le faisait par le passé lorsque l'inflation commençait justement à remonter un peu trop fort, un peu trop vite. Et là actuellement, on a quand même eu une forte accélération de l'inflation. Le consensus table sur une inflation à 7%. Effectivement, comme je vous le disais, ça pourrait être le plus haut niveau depuis, il me semble, 49 ans ou 50 ans. Bref, ce graphique vraiment met en évidence comment la Fed utilise ces outils justement pour maîtriser l'inflation à venir. Maintenant, la grande question de cette année 2022 est de savoir à quelle sauce vont être mangés les marchés, dans le sens où est-ce que la Fed va procéder à 1, 2, 3, voire même 4 hausses de taux. 2 hausses de taux semblent très probables, 3 voire 4 aussi. Enfin, les conditions pour 4 hausses de taux sont réunies, mais le marché, en tout cas les marchés, risqueraient de ne pas apprécier la démarche et pourraient justement derrière opposer de la résistance. Auquel cas, la Fed devra faire marche arrière, comme ce fut le cas en 2018, lorsque les marchés ont commencé à dégringoler. Finalement, en 2019, la Fed n'a pas procédé à de hausses de taux. Ici, nous avons l'indice Nasdaq en Chine, donc le Golden Dragon. C'est l'indice qui référence toutes les valeurs technologiques, un peu le Nasdaq américain, très clairement. Et cet indice commence à m'intéresser puisqu'on a eu depuis peu, d'un point de vue technique, un creux de marché qui est en train de se former, des nouvelles encourageantes venant de Chine, et donc potentiellement des bonnes affaires sur les dossiers survendus et complètement délaissés par les investisseurs. Je pense notamment à JD.com, NIO, Alibaba, Baidu, Tencent. Et ici, justement, on a eu une forte progression du Golden Dragon au cours des dernières séances, avec des hausses justement pour les valeurs que je viens de vous citer, par exemple 4,5% pour JD.com, 10% pour NIO, 4% pour Alibaba, Baidu pareil. Donc, des volumes sur ces valeurs, un creux de marché qui semble se former ici. Très clairement, j'ai regardé l'indice avec les chandeliers japonais sur un graphique d'analyse technique, en tout cas pas sur un graphique sur Bloomberg. On a validé justement un triple creux. Donc après plusieurs mois de descente aux enfers pour l'indice, celui-ci semble enfin reprendre du poil de la bête et pourrait potentiellement entamer une reprise haussière. Donc d'un point de vue technique, creux de marché, triple creux qui est en train de se former. Et d'un point de vue fondamental, eh bien, l'indice se redresse notamment après que les autorités chinoises se sont engagées à stabiliser le commerce et ont demandé aux institutions financières d'augmenter le soutien au crédit aux entreprises. Donc là, pareil, des éléments en tout cas que les marchés saluent et qui pourraient profiter aux grosses valeurs, en tout cas aux valeurs qui avant cette dégringolade étaient en tendance haussière, notamment Tencent, Alibaba, auquel cas on pourrait avoir des achats à bon compte et des opportunités à effectuer sur ces valeurs pour profiter d'un redémarrage haussier. Donc vraiment à suivre de près, mais j'estime ici que l'indice redevient intéressant et qu'il y a potentiellement quelques bonnes affaires à faire sur certaines valeurs chinoises. Concernant la partie technique, allons voir notre indice CAC 40. Comme vous le savez, les investisseurs ne vont pas prendre de risques inutiles avant la publication
de l'inflation américaine à 14h30, balle au centre, comme toujours. On est sur support, aucune raison de vendre un support, on attend sa cassure. Si effectivement, ici, on s'est fait une frayeur lundi, mais derrière, on a quand même eu un contre-pied du marché. Donc, pour l'instant, j'estime que les acheteurs gardent la main. Maintenant, si après les chiffres de l'inflation américaine, les investisseurs paniquent et enfoncent le support, dans ce cas-là, je passerai vendeur avec un stop loss au-dessus de la Tenkan pour aller chercher mon plaquis jaune et ma MM50. Voilà le plan baissier pour l'indice 440 et le plan haussier maintenant, étant donné qu'on est, je dirais pas neutre, mais lorsque les prix sont prisonniers entre Tenkan et Kijun, on a une forme de neutralité sur le marché. Donc là, le plan haussier, en revanche, ce serait de breaker les anciens plus hauts de cette bougie flux directionnelle baissière et impulsive. Et donc ici, ça correspond justement à notre plat Tenkan. Donc si on casse à la hausse ce plat Tenkan, eh bien, je repasserai acheteur avec potentiellement un stop en dessous pour une nouvelle vague de hausse, comme je vous le disais, en direction des 7500 points. Maintenant, si on affine en données 4 heures, vous voyez que ça correspond à notre plat Kijun. Actuellement, vraiment, on est prisonnier pareil ici en données 4 heures entre Kijun et Tenkan, MM50 qui remonte sur cette fameuse zone de prix. Donc, aucune raison de vendre tant que ce niveau en données 4 heures n'est pas enfoncé. Et pour passer à l'achat, j'estime qu'il faudra casser ce plat Kijun couplé à notre plat Tenkan Daily. Et en cas de clôture au-dessus de ce niveau, alors on pourra prendre un premier TP ici pour venir combler le gap et un deuxième TP sur la zone des 7500 points qui correspond justement à l'objectif théorique de notre triangle symétrique. Concernant le DAX, c'est un peu plus brouillon, j'ai envie de dire, sur cet indice. Pareil, on a un scénario de ABC qui pourrait aussi bien se former comme une reprise haussière en V-bottom. Là, la même chose que sur le CAC, balle au centre, dans le sens où on est, bon, j'arrive pas à savoir, on a tenté en tout cas de casser la résistance à l'open. Vous voyez qu'on a fait un gap en extrême, mais derrière, les vendeurs se sont manifestés. Donc, on a tenté un flux haussier en ce début de matinée et derrière, finalement, ça ne prend pas. Les vendeurs se manifestent et tentent justement de réintégrer la zone. Donc là, pareil, j'ai l'impression que les acheteurs plutôt manquent un peu de force pour vraiment confirmer la cassure et la reprise. Donc, pareil, on attendra les stats à venir. Balle au centre. On va surtout passer maintenant sur les futurs, où on avait noté quand même l'apparition d'une figure de retournement, voir un peu la tête de cette dernière. Alors, c'était en données 4 heures, il me semble. Ok, c'est pas dérangeant. On est sur un début d'invalidation, dans le sens où on est quand même repassé au-dessus. Je dirais que rien n'est fait. Voilà pourquoi je suis neutre actuellement sur l'indice. Effectivement, on a eu ce gap sur le cash au-dessus de la résistance. Finalement, ça ne prend pas. Les vendeurs se manifestent à très court terme. Maintenant, si on enfonce de nouveau ce niveau et qu'on retombe ici, effectivement, l'épaule tête-épaule sera activée. J'estime que souvent, la deuxième épaule met plus de temps à se former que la première épaule. Donc là, pareil, on est un peu plus haut que la première, mais ce n'est pas dérangeant. Un peu un gros rebond au niveau de la tête qui, là, pour le coup, invaliderait très clairement cette figure de retournement technique. Pour l'instant, neutre. Si on casse, forcément, si on casse les précédents plus hauts ici, eh bien, invalidation de l'ETE. Ça ne sert à rien de s'acharner de lutter. À mon avis, on repartira chercher les 16 250. À l'inverse, si le support cède, peut-être que certains ont tenté des ventes ici.
c'est un peu juste, pas beaucoup de marge de manœuvre. Protégez votre trade assez rapidement. Sinon, les autres, on attendra un retour sur la ligne de coup, notre zone de polarité 4 heures, et en cas de cassure, vendre l'indice pour aller chercher plus bas. Voilà actuellement le plan sur l'indice allemand. Et en données horaires, ça a donné quoi ce matin? Est-ce qu'on a eu... On a quand même eu un bel avalement baissier. Effectivement, on a eu un beau break baissier. Si certains ont réussi à le prendre sur rebond avec un stop loss juste au-dessus, dans ce cas-là, mettez votre stop loss à break-even. Là, actuellement, ça vous avez quand même 60-70 points d'avance. Bon, jusqu'à 14h30, effectivement, si le marché repart à la hausse pleine balle, eh bien, sortie à zéro. S'il nous fait une cassure Tenkan-Key jaune, eh bien, vous connaissez la suite du scénario. En revanche, s'il enfonce son support, eh bien, vous avez un super ratio risque-récompense et donc votre TP1 sera la ligne de coup. Et en cas de cassure, vous pourrez potentiellement renforcer votre position pour aller chercher bien plus bas. Le Dow Jones, solide. Honnêtement, le Dow Jones est assez solide, propre techniquement, surtout sur le futur. On respecte bien les zones, encore une fois. Ici, on ne s'est pas arrêté n'importe où. Comme sur le CAC, neutre dans le sens où on est prisonnier entre Tenkan et Kijun, mais j'aime beaucoup la dynamique des prix, dans le sens où on est venu taper une fois notre zone basse, intermédiaire, on a clôturé au-dessus de la zone clé, à savoir pullback, finalement c'est une sorte de pullback agressif sur l'oblique haute du triangle. Belle mèche, belle remontada de l'indice, derrière formation un peu d'un marteau, et hier même chose, on revient taper même 50 plaque, enfin Kijun, une nouvelle fois, on clôture au-dessus de la zone sur les futurs, que je vais vous montrer juste après, et de nouveau, on a un espèce de, on a ouvert avec un gap baissier, on a avalé la bougie précédente, on a une sorte, on a un pseudo marteau avalement haussier, un peu une fusion entre les deux chandeliers japonais. Je partirais quand même plutôt sur un marteau plutôt qu'un avalement haussier, car on n'a pas assez de corps. Mais l'idée est là, et les acheteurs se montrent présents. Donc plutôt positif pour la suite. Maintenant, si on bascule sur les futurs, voilà, sur les futurs, c'est la même chose. Je vais enlever l'Ishimoku. Voilà. Belle réaction sur nos zones de support. Une nouvelle fois. Belle mèche, réaction sur zone. Là, pour le coup, on a pareil, un pendu, un marteau et un deuxième marteau. La zone clé, pour moi, c'est la zone clé en fait. Tant que ce niveau tient, la dynamique demeure baissière à court terme. Effectivement, si on enfonce et qu'on clôture sous MM 50, là, ça passera baissier, invalidation du triangle, et on risque d'aller chercher les prochaines zones. Pour l'heure, on s'est fait une frayeur. Powell a plutôt rassuré les marchés hier. Et on a eu des mèches agressives, tout simplement pour sortir les stops placés un peu trop près, mais finalement derrière ça tient. Donc dans cette optique-là, je garde toujours le biais haussier que j'avais hier et bien évidemment, on va quand même voir la réaction des marchés après l'inflation US, mais je trouve que le marché reste bien orienté à la hausse et que les gros niveaux de support sont préservés et que là derrière, on a quand même des chandeliers qui nous invitent à un creux de marché et à une reprise haussière. Donc là, une zone à aller chercher, 36 415, en cas de cassure, 36 800, et derrière, et plus si affinité, j'ai envie de dire. Et on ira chercher la borne haute de notre porte-voix derrière si vraiment on a une belle vague de hausse au cours des prochaines semaines. Voilà, en données 4 heures, pareil, quasiment un double creux, vous voyez, on va basculer sur en données horaires, mais belle réaction du marché, baissière, quasiment un double creux, c'est vrai que
le creux ici, on a un delta qui est quand même assez important, mais il y a de l'idée et surtout la formation des chandeliers daily plaide en tout cas pour un creux de marché. Donc derrière, stabilisation sous forme d'un double creux, pullback, donc objectif haussier 36 400. Si on casse, stop loss à break-even, on remonte et on va chercher les 36 800. En tout cas, pour celles et ceux qui ont réussi à payer soit sur cette zone, sachant que la zone idéale était quand même juste ici. Bon, en tout cas, ce triangle est toujours vivant et il n'est pas invalidé. L'euro-dollar, forcément dans l'attente d'un catalyseur. Ici, j'espère que ce sera l'inflation américaine qui donnera un peu de peps à cette paire qui est assez léthargique depuis maintenant plusieurs semaines. Le plan n'a pas changé, c'est toujours le même. Vous le connaissez maintenant depuis plusieurs jours. C'est surveiller la rupture d'une des deux bornes du triangle afin d'avoir le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Donc ici, rien n'a changé, le plan c'est le même, on surveille un break haussier au-dessus des 1,1380 ou break baissier sous 1,1270. Auquel cas on mettra un stop loss soit au milieu du triangle en cas de cassure à la hausse au milieu du triangle par ici, à la baisse pareil, au-dessus de la MM50 et on visera les 1,1180 ou 1,1460 et 1,1530 derrière au mieux. Voilà. Mais sinon pour l'heure, je n'ai absolument aucune idée dans quel sens va aller le marché. Voilà, je note effectivement un avalement baissier 4 heures. Sur la borne haute, bon, chandelier qui plaide pour une correction à venir. Néanmoins, tout est possible avec les chiffres de l'inflation US. On peut très bien valider cette bougie comme la confirmer derrière. Donc, attendez au moins la publication de cette statistique. Laissez le marché digérer. Attendez 15h30 l'ouverture US si ça part à la baisse. On attend que la poussière retombe et ensuite, potentiellement, si la baisse se confirme, eh bien, passez vendeur avec un stop loss au-dessus des mèches ici et là. Donc, pour le coup, un 13, un 13,90, un 13,95. Le GBP USD, ça semble bien parti pour une poursuite de la hausse sur cette paire, avec potentiellement une opportunité d'achat. Même constat, cette paire, c'est une paire en dollars, donc exposée à la statistique à venir cet après-midi. Donc, pas de précipitation, préférable d'attendre un pullback. Donc, toujours les deux scénarios à surveiller. Si ça tient, en tout cas, hier, ça a été validé. Maintenant, si ça tient et que le marché ne fait pas un bull trap, dans ce cas-là, il serait préférable d'attendre un repli sur la zone, si possible, au moins un mouvement correctif pour entrer en position, un stop loss ici, voilà, par ici le stop loss, et aller chercher en TP1, comme je vous le disais, 1,3680 et en TP2, 1,38. Maintenant, deuxième scénario, réintégration du canal baissier. Donc là, ce serait vraiment un bull trap. Et dans ce cas-là, si on réintègre ce canal baissier avec une bougie flux directionnelle impulsive qui clôture sous les 1,3570, donc on aurait un avalement. Dans ce cas-là, stop loss au-dessus des plus hauts et on ira chercher 1,3460 et 1,3550. Voilà le plan très clairement à surveiller sur cette paire. Pour l'instant, c'est haussier. Les acheteurs gardent la main.
payer là, je trouve que c'est pas terrible. On est sur potentiellement un top, d'où l'idée d'attendre au moins un petit repli, potentiellement un repli. L'idéal, ce serait un pullback sur le canal pour affiner son ratio risque-récompense, stop loss ici. Et derrière, vous connaissez les différents TP. La UD-USD, il ne fait pas grand-chose, la UD-USD. Pareil, le stop loss, normalement, est financé ici. Il y avait une prise de bénéfice qui s'est opérée sur ce niveau. Je vous avais dit de financer votre stop loss en le mettant ici. Pareil, là, je constate l'avalement 4 heures. On est sur zone. Bon, attendons maintenant, encore une fois, la réaction des marchés. Pareil, pair en dollars. Donc, à mon avis, on va avoir une réaction et un peu de volatilité après l'inflation américaine. Là, très clairement, on est sur le niveau des 38,2 et même 50 qui arrive en soutien. Bon, balle au centre. Laissons faire le marché. Dans tous les cas, le stop loss est financé, donc pas de risque de perte. Si on se fait stopper, tant pis. On attendra le niveau des 50 pour revendre une nouvelle fois si on évolue dans un range. Et à l'inverse, si ça part cet après-midi à la baisse, eh bien, vous avez un peu de marge de manœuvre, vous êtes dans le bon sens. Et on abaissera le stop loss une fois qu'on aura breaké les anciens plus bas. Voilà. Et l'objectif reste toujours le même, les 0,7030. Paire intéressante, mais une nouvelle fois en tout cas corrélée au dollar, c'est l'USD CAD. Et son épaule tête épaule inversée. Là, on a une magnifique figure qui est en place, qui a été validée hier. Peut-être que certains l'ont vu et ont pris position dessus. Mais en tout cas, je note une configuration intéressante sur cette paire. Maintenant, on est sur un support. Donc, on ne vend pas un support, on attend sa cassure ou un pullback. Mais j'aime beaucoup la configuration qu'on est en train de faire et on aurait un objectif théorique aux alentours de bon, quasiment retour sur les plus bas ici, en gros, sur la zone de support, vers les 1,23. Bon, un biais baissier, un stop loss qui pourrait se placer par ici. Normalement, c'est au-dessus de la deuxième épaule, mais là, le ratio n'est pas terrible. Donc, on peut, ou sinon au-dessus, à la limite au-dessus de notre Tenkan, au moins on est au-dessus de la MM50. Mais pareil, vendre ici, je trouve que c'est pas terrible. On a eu une accélération baissière et je pense que le marché, du moins j'espère, pourrait nous offrir un petit rebond. Et là, ce serait idéal pour vendre. Ça nous permettrait d'affiner notre ratio et derrière d'aller chercher voilà, TP1, TP2. En données 4 heures, vous voyez, on est assez éloigné de la Tenkan, on est sur support, assez éloigné de la Kijun, donc en fait on est en pleine accélération baissière, on est sur support, donc vendre un support c'est vraiment pas terrible, enfin c'est même déconseillé. Préférable d'attendre la cassure, mais justement comme on est sur support, le marché peut éventuellement rebondir pour aller chercher sa Tenkan. Et donc là, ce sera intéressant, une fois que le marché aura rebondi, d'aller chercher ce niveau pour entrer en position, placer son stop loss et comme je vous le disais, avoir un meilleur ratio risque-reward, à savoir risque-récompense. Mais globalement, plutôt un plan vendeur qui se dessine sur cette paire. Le gold. Le gold qui a quand même salué les propos de Jérôme Powell hier, qui s'est offert une petite hausse. Mais encore une fois, j'attends la cassure du niveau clé, les 1830. En données mensuelles, pareil, finalement, on est venu faire ce pullback.
évidemment plutôt un biais haussier, étant donné que je vous le disais de surveiller à long terme la cassure d'une des deux composantes de l'Ichimoku, dans lequel on était enfermé depuis plusieurs mois. Et donc ici, la cassure de la Tenkan au mois de décembre suggérait que l'un des deux camps avait un peu gagné la guerre et une prise de, enfin en tout cas une reprise de la tendance primaire était envisageable. Maintenant, le niveau clé, c'est reste quand même les 1830 exactement, puisque le marché a quand même buté plusieurs fois dessus. Maintenant, si on revient et qu'on affine en données daily, on est dans un canal haussier, donc celles et ceux qui ont réussi à payer juste ici, eh bien, très bien, mettez votre stop à break-even et attendons de voir la réaction du marché. Pour les autres, il serait préférable maintenant d'avoir une confirmation avec une cassure des 1830. Et en cas de cassure des 1830, il faudra chercher des achats avec un stop loss un peu plus court pour aller viser 1850, l'oblique haute du triangle de long terme, enfin de moyen terme plutôt, et en cas de cassure, on visera directement les 1910 à la bande haute du canal. Donc là, pareil, pas de plan de trading, plutôt de la gestion de position, surtout pour celles et ceux qui étaient en position, qui avaient réussi à intervenir sur la zone clé ici. Maintenant, stop loss à break-even. Pour les retardataires, eh bien, on attendra la cassure des 1830. Sinon, ne rien faire entre. Et à mon avis, on devrait quand même avoir un peu de flux après l'inflation américaine, étant donné qu'on devrait avoir une réaction derrière, comme vous le savez, sur les rendements obligataires. Le Brent. Le plan se déroule sans accroc sur le Brent. La hausse se poursuit, des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut, rien à dire. On peut remonter son stop loss, le mettre en stop win cette fois-ci, le remonter par ici, voilà, juste sous l'ancien top. Ça me paraît plutôt correct. L'objectif, c'est les 85,50. Voilà, en tout cas, ça reste ma target. On a procédé à une prise de bénéfice ici. On a eu une belle bougie flux directionnelle impulsive hier. Je pense que le pétrole a les capacités d'aller chercher un peu plus haut. En tout cas, il y a du flux. Les acheteurs montrent un peu de force, même beaucoup de force. Et par conséquent, je vois mal le marché s'arrêter au milieu de nulle part. Voilà. Donc, gestion de position, on remonte le stop loss. Là, on le met en stop win. Donc maintenant, si on se fait stopper, eh bien, vous prenez quand même des gains. Et derrière, TP final 85,50. Allez, entre la zone, je vais vous tracer la zone. Celles et ceux qui veulent sortir un peu avant. Voilà, on a une zone ici. Donc 85, 85,50. Et pour celles et ceux qui veulent garder un reliquat, eh bien pourquoi pas, si vous sortez encore 25% de votre position ici, gardez, allez peut-être pas 25, gardez, coupez un peu plus, gardez 15%, et si on pète la zone, eh bien on ira chercher les 90. Et là, vous aurez eu un super ratio, encore une fois, risque-récompense. On mettra le stop une fois qu'on aura cassé les 85,50 sous la zone. On remonte le stop win, comme ça, pareil. Si ça retombe, on sort toujours avec des gains. On garde un reliquat, et puis si le marché a suffisamment de carburant pour aller chercher les 89-90, tant mieux, et ce sera la fin du trade. Mais pour l'instant, gestion de position, on remonte le stop, et on espère que le marché aille chercher, je dirais pas mon TP final, mais presque. En tout cas, c'était l'objectif que je m'étais fixé à 80, 85, 50. Le light, bon, très rapide, mais l'objectif a été atteint, c'était les 80-82 pour le coup.
Je le répète, mais on n'avait pas de plan de trading sur cet actif. C'était uniquement sur le Brent, étant donné que la configuration était plus intéressante. Maintenant, on a franchi cette résistance. Pourquoi pas faire un pullback? Et là, dans l'idéal, ce serait pareil de retourner sur les anciens plus hauts de 2021 et venir chercher les 84 $. Voilà, c'est exactement la même configuration que sur le Brent. Seulement, on a cassé une résistance, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, des acheteurs qui gardent la main, une tendance haussière bien orientée, des résistances cassées, un objectif clé, aller chercher à 84. Voilà. Et ici, fin du trade et on verra, en tout cas, il n'y avait pas de trade, mais l'objectif idéal, ce serait voilà, aller chercher cette zone. Et ensuite, on verra si le marché pétrolier a suffisamment de force pour briser les anciens plus hauts de 2021 sur le Brent et le WTI. Auquel cas, on pourrait avoir une nouvelle jambe de hausse à venir pour les prochains mois. Les crypto-monnaies, avec le Bitcoin, qui finalement semble se stabiliser sur le support à 41 000 $. On a eu une belle réaction hier. Bon, un peu timide, je trouve, notamment sur le BTC, encourageante sur l'Ethereum, mais sur le BTC, ça reste quand même assez fragile. Maintenant, on a un beau niveau qui tient, effectivement, la zone des 41 000, zone de polarité couplée avec notre oblique haussière, donc beau niveau. Peut-être que certains ont effectué des achats à bon compte sur ce niveau, sur l'excès sur mèche, pourquoi pas. Effectivement, c'est une belle zone de prix, ça se tentait. Dans ce cas-là, mettez votre stop à break-even. Maintenant, comme je vous le disais, préserver des supports, c'est bien, mais casser des résistances, c'est mieux. Donc là, le problème, c'est que le BTC ne casse toujours pas de résistance. En fait, c'est vraiment baissier depuis le mois de novembre et on n'a jamais réussi à casser une résistance clé, sauf ici, mais finalement c'était un range et pas très convaincant, c'est retombé et derrière dégringolade sur les 41 000 $. Donc là, ça reste baissier pour moi, on effectue le pullback sur la Tenkan. Je n'exclus pas un retour sur les 45 000, effectivement, c'est une belle zone de prix. 45 000, mais le BTC commencera à délivrer des signaux de reprise haussière uniquement si on casse les 44 000, 45 000 $. Et donc là, potentiellement, ça deviendra intéressant et on pourrait enfin espérer une reprise haussière. Sinon, comme je vous le disais, je n'exclus toujours pas ce rebond ici. On retombe sur les 41 000, on casse, on vient chercher l'objectif théorique de la divergence mensuelle, à savoir 50% de retracement de la dernière vague de hausse vers les 36 000. Malheureusement, le niveau des 36 000 ne correspond à rien, à part notre plaquette jaune mensuel et 50% de Fibo. Mais d'un point de vue des prix, ce n'est pas un niveau qui a été travaillé à de nombreuses reprises par le passé. Donc maintenant, si on enfonce ce niveau, derrière, forcément, je vous le disais, année de range potentiellement à venir sur la crypto. Et qui dit trading range dit rotation complète des prix à venir en direction de la borne basse. Auquel cas, retour sur les 30 000. Voilà les deux scénarios. Pour l'instant, on a un rebond technique. Voilà. À court terme, c'est uniquement un rebond technique. C'est trop tôt pour affirmer qu'on a une reprise haussière. On n'a pas eu une belle bougie flux. J'estime que c'est un rebond technique. À surveiller la cassure des 45 000. Maintenant, données 4 heures, effectivement, je note une tentative de reprise après une stabilisation à l'intérieur d'un micro-range. Donc là, derrière, on s'est stabilisé ici en données 4 heures. Hop. Donc stabilisation, cassure par le haut. Finalement, la M50, là, on tente de la casser.
donc à confirmer en données 4 heures, mais pareil, il pourrait s'agir uniquement d'un rebond. Vous voyez, si je reporte l'objectif théorique, comme je vous le disais, on viendrait taper dans la zone en fait. On arriverait dans la zone. Donc si derrière cette zone casse, là, je me dirais, tiens, il se passe quelque chose et les acheteurs montrent de la force. Mais pour l'heure, j'attends en fait une clôture au-dessus de ce niveau et on n'est pas à l'abri en fait d'un simple rebond technique sur zone avant de repartir en direction du sud. Voilà. Et si on casse cette zone, eh bien, il faudra attendre plus bas, 36 000 ou 30 000. Voilà les grandes lignes sur le BTC. L'Ethereum, effectivement, la structure graphique est plus propre, dans le sens où on est repassé au-dessus de la zone en fait. Donc là, la zone, elle n'est pas très bien tracée, elle est un peu plus large que ça. Pas de grand chose, mais juste ça. Voilà. Parfait. J'ai bien toutes les mèches et les clôtures de bougies. Tac, tac, tac. Parfait. Donc voilà. On a eu stabilisation ici. Presque un marteau. Avalement haussier, qui avale quand même les 3 bougies précédentes sous zone. Donc là, pareil. En tout cas, la configuration est quand même intéressante, car je vous disais, préserver des supports, c'est bien, casser des résistances, c'est mieux. Et effectivement, là, pour le coup, on casse une résistance, et on ne casse pas une résistance lambda, on casse une résistance quand même hebdomadaire, assez importante, un niveau de prix qui a été bien travaillé par les cours au cours des précédentes semaines. Donc là, si ce niveau est confirmé cassé en clôture, dans ce cas-là, on pourra aller chercher la borne haute de notre canal comme objectif. Pareil, ici on a un petit niveau intermédiaire, en niveau de support, il est juste là. Vous voyez, il a été travaillé ici, ici, peut-être une zone, mais en tout cas on reviendrait tester. L'objectif ce serait d'aller chercher les 3620. Mais ce n'est pas pour autant que l'Ethereum va repartir dans une tendance haussière. Maintenant, si on fait une sortie par le haut de ce canal baissier, avec cassure de la zone 3600-3700, alors là, il est peu probable que les prix aillent chercher l'objectif théorique de notre divergence à 2500. Voilà comment je vois les choses actuellement sur l'Ethereum. Pareil, on tente de préserver notre Platencan ici. On reprend de la hauteur, on casse une résistance, contrairement au BTC, donc toujours une surperformance en fait de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Maintenant, reste à savoir si c'est juste un puissant rebond vers la borne haute du canal et derrière on va retomber, auquel cas risque à nouveau d'aller chercher l'objectif théorique de notre divergence baissière. Si sorti par le haut de ce canal baissier, alors j'invaliderai à mon avis la divergence baissière en vous disant que le marché a peu de chances d'aller chercher cet objectif et qu'au contraire, on est plutôt bien orienté pour repartir au sein de la tendance haussière de fond. Donc voilà, pareil, les grandes lignes sur l'Ethereum. Actuellement, ça se présente bien. Dans ce cas-là, retour sur la borne haute. Et c'est ici que tout va se jouer. Car si derrière, on repart en direction du sud, bon, qu'on enfonce en plus la zone, il faudra se montrer patient et attendre une véritable stabilisation du marché. Là, on a une stabilisation de court terme, mais effectivement, la bougie qu'on a eue hier et la deuxième bougie qu'on est en train de former aujourd'hui sont plutôt encourageantes pour la suite. Maintenant, on a une grosse zone au-dessus de la tête, et cette zone-là sera notre juge de paix pour espérer en tout cas une poursuite de la hausse derrière, en tout cas une fin de baisse et une reprise de la dynamique haussière de long terme. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, faites attention à votre exposition, notamment après l'inflation américaine. Si vous êtes exposé
au Forex. Donc, n'oubliez pas d'adopter une bonne gestion du risque et du money management. Et je vous dis à demain.